cette cité de la voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. On va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous. Salut à tous, regardez l'effort que j'ai fait pour vraiment que ce soit un beau café de la marine spécial Noël. Mais écoutez, merci mes amis d'être là pour nos héros de la Transat B2B qui viennent d'arriver. Il le mérite. Gilbert Drayon, t'as un pull jacquard, Gilbert, écoute. Ma maman m'a offert de même. Ouais. Tu vois, il a été tricoté spécialement pour l'émission. Et avec nous, on est ravis d'avoir Pierre-François Bonneau qui fut un peu peut-être le 9e équipier de cette Transat. Non, j'ai juste été celui qui les emmerdait tous les jours. Voilà. Ouais, Alors, c'était la voix de la course. Et donc, on va démarrer avec le directeur de la course, qui est Jacques Carès, que je vous demande d'applaudir. Jacques. Alors Jacques, bienvenue à la Cité de la Voile. Alors Pierre-François, avant que Jacques nous donne un peu ses sentiments sur cette course, un rapide revue des troupes et 100% des bateaux sont à l'arrivée. Ouais, 100% des bateaux sont à l'arrivée. Puis c'était une transat qui était importante, je crois, pour pas mal de concurrents, pour un certain nombre qui avaient besoin de se qualifier pour le Vendée Globe, et puis pour d'autres qui n'avaient pas besoin de se qualifier pour le Vendée Globe parce qu'ils avaient déjà fait la route du Rhum notamment, mais qui pouvaient en même temps tester in vivo en course le fait de renaviguer en solitaire, parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup navigué en solitaire ces derniers temps, les garçons. Je crois, oui, comme l'a dit Pierre-François, cette Transat B2B qu'on pourrait peut-être rebaptiser Bon pour la Baston, c'était un tour de chauffe extrêmement instructif pour eux à moins d'un an du Vendée Globe. Et ils sont trouver peut-être ce qu'ils sont venus chercher, et même peut-être encore plus. Mais Jacques, toi, tu es le premier directeur de course qui, en raison d'un scénario météo que tu vas nous préciser, a dû mouiller une ligne, enfin, très virtuelle, par 1200 mètres de fond, et au large des côtes d'Espagne. En fait, c'est une première. Tu voulais pas que des bateaux soient sur la plage d'Erdeven comme le TK Bremen, je crois, non? Il y avait un petit peu de ça, effectivement, mais non, c'est sûr que c'est une période de l'année où quand même on est dans les systèmes musclés, et celui-là était plus que musclé, il était même dangereux. Donc ça fait partie un petit peu de notre rôle en direction de course, assisté par une cellule météo très compétente, de prendre des directives importantes, et je crois que les coureurs, en tout cas, ont abondé dans ce sens, et c'est aussi important de savoir ce qu'on fait n'est pas contre eux, mais pour eux. C'est une décision facile à prendre, tu la prends avec eux? Écoute, on est à terre, donc on sent moins la demande que quand on est sur l'eau, forcément. Mais c'est vrai que comme on a un œil avisé 24/24 que j'ai pu partager avec Guillaume Évrard sur cette direction de course, et toujours en relation avec nos météos, on sentait bien que ça pouvait chauffer, que c'était dangereux. Donc il était important aussi de se mettre dans leur peau, et c'est aussi notre rôle, puisqu'on est aussi des marins, même si on n'est pas sur la course. Et je crois que c'est la grosse qualité d'une direction de course, de aussi se sentir dans la peau de ceux qui sont sur l'eau. Et on n'est pas là pour faire les jeux du cirque. Et on est très content que la course ait pu être belle quand même, musclée, et que tout le monde soit à l'arrivée. Oui, parce qu'elle a été écourtée, mais pour autant pas tronquée, avec un vainqueur et puis des suivants qu'on recevra tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous préciser justement ce qui les attendait dans le golfe de Gascogne ? Effectivement, le système était tellement actif et tellement grand qu'au-dessus du 42e nord, il y avait quand même des annonces de vent très forts. Et ce n'est pas forcément le vent, c'est surtout l'état de la mer, puisque les balises qui sont axées sur les hauteurs de mer pouvaient atteindre par endroits 13 à 15 mètres, surtout sur la route nord. Donc je crois que cette période de l'année, sur le plateau continental, quand on y arrive au plus mauvais du moment, en plus avec la rotation du vent au nord-ouest, il était capable d'avoir des mers très croisées, c'était le cas. Et ce n'est pas parce qu'on les a un petit peu épargnés en mettant une ligne virtuelle à l'ouest de l'Espagne qu'ils n'ont pas eu de vent. Au contraire, ils ont quand même été dans du vent fort, et je crois que chacun peut y trouver son compte pour affiner son bateau dans la baston, on va dire. Bon Jacques, je crois qu'on est heureux de t'offrir un petit cadeau de Noël qui est offert par le Salon de la Mer et du livre de la Cité de la Voile. C'est un livre qui a été préfacé par Marc Guillemot qui est arrivé tout à l'heure. C'est un livre qui s'appelle Tempête, donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Noël, ça se présente comment dans les Abers ?
Eh ben, Noël dans les Abers, c'est très festif comme tout le reste de l'année, donc Il y a les ça va meilleures pas huiles de déroger, ça va déroger à sa fonction. Non, j'ai hâte d'y remonter. Eh ben, écoute, Voilà. merci Il y a un Marc. grand cru d'huître. Bah, j'ai quand même Un déballé grand le coup de- cadeau. Quand Ouais, même, parce merci que- Jacques d'être venu et voilà. Merci Jimmy, De beau rien. cadeau. Allez, écoute, allez, venez vite. Alors, que viennent, je dirais peut-être les deux anciens de cette course. Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe. 2004-2005. Je suis pas sûr que ça va leur faire plaisir, là, les deux Peut-être. anciens. Et Marc Guillemot, qui en a gagné des courses au siècle dernier. Non. Viens vite. Allez, venez les Vendée. garçons. Venez. Voilà. Et merci d'être là parce que je sais que vous avez été largement demandé par les gens, par le Salut. public, par l'organisation de la course. Alors, la course de Vincent, la course de Marc, Vincent n'avait pas l'air très content de sa course finalement. Ouais, enfin, non, je Troisième pense que, pourtant, hein. il fait un podium. Je crois qu'il a un début de course, il le dit lui-même d'ailleurs à la vacation, au bout de 2 jours, 3 jours de course, il n'est pas totalement content de ce qu'il a fait. Et puis après, en fait, il part sur une option, il revient dans une option nord avec Jean-Pierre Dick parce que je crois qu'il pense que c'est effectivement la bonne option. Et a priori, quand on regarde les schémas météo, on se dit bah oui, c'est plutôt futé et intelligent. Et puis là, ils ont, des fois, de temps en temps, il n'y a pas de chance. Ils attendent en fait un vent qui vient un petit peu plus tard que prévu et ils prennent un petit peu de retard par rapport à ceux de la route sud. Je ne me trompe pas, Vincent? Ça veut dire Je quoi, vois Vincent? que Ça le veut dire monsieur s'y connaît un petit peu. que quand tous même. les fichiers T'as météo suivi ne un sont PF. pas d'une sécurité et d'une certitude à 100%. Il reste quand même toujours une petite part d'incertitude. Bah, il reste toujours une petite part d'incertitude. Effectivement, la fiabilité de la météo, elle n'est pas à 100%. C'est vrai qu'avec Jean-Pierre, on s'est un petit peu, je dirais, foiré sous les bancs de Terre-Neuve. Là, quand on allait chercher un front, à vrai dire, on a un petit phénomène secondaire qui s'est créé sur le front et qui nous a ralenti pendant plus de 24 heures parce qu'on a fait 12 heures de pétole et 12 heures de presse serrée en suivant une petite dépression secondaire qui remontait tranquillement sur le front. Donc voilà, maintenant c'est la vie. C'est le jeu de la course et s'il n'y avait pas de jeu, ce serait pas rigolo, entre guillemets. Si la route parfaite, elle était inscrite sur l'écran de l'ordinateur le jour du départ, ce serait pas drôle. Voilà, maintenant on s'est pris les pieds dans le tapis, ça arrive et ça fait partie de la vie et surtout de notre vie de marin. Oui, Vincent, cette transat, c'était aussi un vrai banc d'essai pour la fiabilité des bateaux. Et compte tenu de la météo que vous avez rencontrée, le test était quand même intéressant. Toi, tu as eu des soucis dans la transat Jacques Vabre et tu as été malheureusement contraint de t'arrêter. Alors, bilan de cette transat pour PRB? Bilan pour cette transat parfait. Je crois que c'est un sans faute pour moi et pour mon équipe technique, donc on est content. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on reparte demain aux Antilles en course, il n'y a pas de problème. Non, on va pas te on Marc, charge la demander. bouffe et on est reparti. Tire part en bateau ou en avion aux Antilles là, pour les vacances? Écoute, je crois qu'il y a des promotions sur les avions. On va plutôt gérer ça comme ça. C'est vrai, c'est fatigant d'enchaîner comme ça 2 transats. En fait, vous êtes à fond depuis la mi-août presque. Ouais, c'est vrai qu'on on a enchaîné les 1000 et c'est vrai que des 1000 en course, c'est intense. D'autant plus que nous, avec Safran, on a fait fin juin, on a fait le tour des îles Britanniques. Après, on a Avec, fait le Fastnet avec Vincent. Fastnet qui a gagné Vincent d'ailleurs. Et puis on a beaucoup navigué. Et puis cette préparation à la Jacques Vabre avec Yann Eliès, la Jacques Vabre, le retour. Enfin bon, c'est vrai que ça avait beaucoup de navigation. Il se trouve que ce qui tombe bien, c'est que j'adore ça. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que ça use, ça fatigue. Les bateaux sont fatigués et les marins aussi. Donc ça fait pas de mal de s'arrêter, de se poser un petit peu. Même si aujourd'hui on a ramené le bateau sur la Trinité et j'ai pris un pied énorme entre l'Orient et la Trinité. Marc, moi, il y a une autre anecdote aussi qui m'a frappé, c'est qu'au-delà des enseignements techniques, c'est ton exclamation lorsque tu as franchi la ligne. Visiblement, donc cette ligne un peu surréaliste avec 2 copains goélands, ça va rester ancré dans tes souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu particulier de couper une ligne d'arrivée. On la voit pas, on sait pas exactement ce que c'est. On sait juste que sur notre ordinateur, on voit. C'était 42 Nord, je crois, ou 40 ? Non, 42 Nord. Et puis on se dit, tiens, on a coupé la ligne, mais déjà, il n'y a personne. Et c'est vrai que lorsque j'ai coupé la ligne, il y avait 2 goélands. Tu es content de voir du monde, du coup. Voilà, il n'y avait personne. Habituellement, 5 minutes après la ligne, on a nos équipes techniques qui sont à bord avec les défenses et machins qui nous aident à affaler.
Là, on se dit, bon, on a encore 850 000 à faire pour arriver jusqu'au ponton, donc c'est pas anodin. Et puis il y avait ces deux goélands qui n'avaient rien à cirer de moi. Moi, je les ai regardés. Je crois qu'ils s'en foutaient complètement. Ils ont fait 2 tours, ils sont partis. Ce qu'ils cherchaient, c'était sans doute à manger. Et puis voilà, j'ai continué mon chemin. Mais en même temps, c'est assez magique, hein, parce qu'il y avait vraiment de la grosse mer. Je crois que Vincent peut en parler, et tous ceux qui ont passé la ligne avant, François et Armel. Il y avait de la grosse mer, vraiment de la boucaille, donc de visibilité assez réduite. De l'écume sur l'eau des vagues, ça veut dire qu'il y avait vraiment du vent. Et puis cette ligne virtuelle qu'on ne voit pas avec... c'était assez particulier et étrange, et en même temps, c'est une expérience intéressante. Alors justement, Vincent, Marc, excuse-moi, il y a bientôt 20 ans, tu étais à peu près à la même période dans vraiment une sale histoire, un sale souvenir pour toi, j'imagine, avec Jet Service 4. Où c'était à peu près la même époque, c'était décembre. Oui, et c'était pratiquement, c'était sur cette ligne. Parcours, oui, effectivement. Et alors, les conditions de mer, est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce que les bateaux ont changé? Est-ce qu'ils sont plus solides? Est-ce que... Voilà, c'était alors la mer est restée la même. La mer n'a pas bougé, sauf qu'elle est... C'était aussi forte? C'était... Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand elle est forte, il y a un moment, il y a une échelle, qu'elle soit un peu plus ou un peu moins, ça change pas grand-chose. La différence, c'est que j'étais pas sur le même bateau, et là, c'est vrai que sur un monocoque, quand on arrive à garder sa quille, on est plutôt plus en sécurité que sur un multicoque. Et donc, c'est vrai que quand on est en solo sur nos bateaux, quand ça bastonne, bon, soit on a fait la grand voile et puis on choque un petit peu, ça tape beaucoup, c'est pas confort, c'est même souvent invivable et on vit souvent comme des bêtes, et ça j'en ai souvent parlé, mais on reste en sécurité, hein, ce qui n'est pas forcément le cas en multicoque, comme j'ai pu le vivre il y a quelques années. C'est ce que tu disais, Vincent, toi, finalement, ces 48 dernières heures de course, tu les as vécues assez confortablement presque, tu me disais ça tout à l'heure. Bah, c'est sûr que nos bateaux, à partir du moment où il y a du mauvais temps, qu'on est au portant et qu'on descend les centres de voilure, la vie est assez cool. Je veux dire, à l'intérieur, on est beaucoup secoué, les bateaux vont très vite. Il faut être très attentif à la force du vent, au dosage du plan de voilure. Mais vous restez sec, tu vois ce que je veux dire? Tu restes en ciré Bah, ça dépend. Si le vent est instable, on reste en ciré. Si le vent est stable, on peut se faire des heures de banette dans le très mauvais temps avec un bateau qui file à 20 nœuds. C'est d'ailleurs assez paradoxal, hein. C'est que on est plus tranquille à l'intérieur du bateau avec 40 nœuds de vent, petite voilure, 18 nœuds de moyenne, que j'ai envie de dire à 18 nœuds de moyenne avec le SPI et 15 nœuds de vent, quoi. C'est pour ça. Et toi, Vincent, tu as évoqué justement dans cette transat des moments de parfaite harmonie à un moment donné avec PRB. Bah ouais, il y a des moments où on est content de notre machine, on est content de comment il fonctionne. Je crois il y a 2 choses qui sont vraiment sympas, c'est déjà d'admirer ces machines qui peuvent aller à grande vitesse avec une facilité déconcertante. Et puis après, il y a d'autres moments de plaisir qui sont sympas, c'est quand on arrive à aller vite sans être stressé, en laissant faire les choses et en se disant, bah voilà, on est bien, ça se passe bien. Et c'est vrai que dans ce grand run de 3-4 jours qu'on a fait entre Terre-Neuve et la ligne d'arrivée, il y a eu des moments assez sympas comme ça où on allait très vite et au final, c'était très cool. Marc, tu m'en veux pas du cadeau que t'offre la Cité de la Voile. Déballe-le devant nous. Toi, on t'offre aussi un bouquin Tempête, puisque tu m'as l'air très très à l'aise dans la tempête, Vincent. C'est un best-seller qui a été écrit par Titouan Lamazou et par Eric Tabarly. C'est le guide de la manœuvre. Peut-être que t'en feras un de ces 4. Non, mais il a des enfants, Marc. Ouais. Merci d'être venu. Merci Vincent, merci Marc d'être venu. Et puis je vous demande d'applaudir et d'acclamer très très fort les 2 grands champions de cette transat B2B. Armel Lecléache et François Gabard. François. Bon, Armel, ça y est, il t'a fait la peau. Bah oui. Il n'a pas attendu longtemps pour gagner sa première course. Donc, on savait que François avait beaucoup de talent. Et voilà, sur la B2B, on pensait qu'il ne serait pas forcément au départ parce qu'avec leur bateau, ils avaient eu pas mal de bricoles. Et on espérait qu'il soit sur la ligne de départ le lundi, et puis finalement il est arrivé, il a pris le départ, et puis il était au top, donc voilà. François, c'était Noël avant l'heure alors pour toi? Moi j'ai 2 Noëls de suite, parce que l'an dernier à la même époque la Massif décidait de s'engager sur un projet IMOCA, donc j'avais déjà un cadeau de Noël début décembre, et puis là rebelote, cette année j'ai encore Noël un peu avant l'heure, un cadeau de Noël un peu avant l'heure, donc c'est parfait. J'espère que ça sera encore comme ça l'an prochain, je veux bien continuer comme ça longtemps. Pierre-François.
La course de François, tu l'as trouvée parfaite. La course de François. Ayrton Senna dans ses grandes années. Oui, alors je sais pas si. Oui. J'y ai pensé en disant, excusez-moi. Bon. Oui, c'est vrai qu'Ayrton Senna il a quand même mal fini. Donc, il n'y a pas de mur en bateau, donc c'est bon. Ouais. Non, effectivement, course parfaite parce qu'il y a un petit temps d'adaptation. Par contre, en termes de stratégie, il y a des trajectoires qui sont d'une fluidité absolument incroyable. Et puis, bon, je pense qu'il m'en voudra pas. Je pense qu'aussi, des fois, pour gagner une course, il faut le petit doigt de la chance. Et à un moment, avec Armel, ils sont pas loin l'un de l'autre. Hein. Il est 8-9 000 devant Armel. Et puis à un moment, François, il prend du vent. Armel, il n'en prend pas. Et en une nuit, je crois qu'il y a 35 000 d'écart d'un coup qui se font. Parce que toi, tu arrives à partir et Armel n'arrive pas à partir à ce moment-là. Bah ouais, c'est sûr, il faut de la réussite pour gagner. Il en faut toujours un petit peu. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on était très proches. Et puis on a dû avoir un petit grain de décalage. Et puis j'étais plus proche de la dépression parce que j'étais quand même devant. Et du coup, ça passait, le vent partait vers le nord-ouest. Et du coup, pendant 24 heures, après, je pense que j'étais toujours avec 1, 2, peut-être 3 nœuds de plus. Et du coup, ça permettait de creuser. Ça, c'est des coups que tu sens venir ou c'est des coups c'est assez marrant parce que 5 jours avant le départ, ou 6 jours avant le départ, quand on avait fait l'état des lieux du bateau massif et le temps de réparation, etc., à ce moment-là, on était vraiment dans le système où justement, on savait qu'on allait récupérer cette dépression et ça partait par devant. Et du coup, 5 jours avant le départ, je m'étais dit, il faut vraiment qu'on se débrouille pour être à l'heure au départ, parce que si on a 2, 3, 4, 5, 6 heures de retard au départ, on risque de prendre très cher, beaucoup de retard 3-4 jours après. Et du coup, 5 jours avant le départ, quasiment, j'étais un peu omnubilé par justement être à l'heure au départ pour pouvoir être dans ce créneau-là et pour pouvoir être devant. Et puis, il s'est avéré qu'après, c'était le cas. Et en effet, les quelques milles de décalage qu'il y avait avec Armel à ce moment-là, ils se sont creusés, ils ont fait plus de décalage après. Donc on l'a pas complètement anticipé, mais on savait quelque part que ça partait par devant. Oui. François, tu dis aussi, dans cette transat, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai imprimé mon rythme, un rythme personnel. J'ai trouvé mon rythme personnel. Je ne me suis pas mis dans le rouge en me disant il faut gagner 10 ou 15 000, mais il faut quand même s'arracher un peu pour aller chercher cette victoire. Il faut s'arracher. Mais c'est sûr faut pas non plus, comme tu le dis, il faut pas se mettre dans le rouge. Moi, c'était vraiment un objectif important, c'était jamais aller plus vite que la musique et être vraiment à mon rythme. Je crois qu'une des erreurs qu'on peut faire quand on est jeune et qu'on arrive comme ça sur le circuit, c'est d'essayer de suivre tous les bons qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et donc j'étais vraiment concentré là-dessus, sur essayer d'avoir mon rythme, prendre mon temps, faire les manœuvres avec mon tempo. Et voilà, il se trouvait que ça s'est super bien passé et que mon rythme allait plutôt bien avec les autres. Donc j'en suis ravi. C'est rassurant parce que quand on prend le départ de la course, on ne sait pas forcément quel est son rythme. Il y avait une part d'inconnu pour toi. Armel, toi, tu es rassuré de ton bateau parce que c'est un bateau finalement qu'on t'a donné. C'est pas un bateau que tu as pensé dès le début. Jimmy, Armel, il disait clairement qu'il faisait cette transat aussi pour faire plus ample connaissance avec son bateau. Il n'avait pas eu beaucoup de temps pour naviguer en solitaire au large avec ce Banque Populaire. Oui, complètement. Déjà, c'est le même bateau que François, quasiment. C'est sûr que c'était important de naviguer en solitaire sur ce bateau. Et donc en solitaire, en course, c'est vraiment là où on apprend le mieux à connaître son bateau. François nous parlait de petits problèmes qu'il avait eu à l'arrivée de la Jacques Vabre. Est-ce que toi, tu sais les problèmes qu'il a eus? Est-ce que toi, les problèmes que tu as eus cet été, François les a connus? Est-ce que malgré tout, vous échangez de l'information l'un et l'autre? Oui, en fait, les équipes techniques se sont quand même, et puis même avec les autres bateaux qui sont du même architecte, dès qu'on a des problèmes de structure et qui peuvent lier à la sécurité des bateaux, il y a un échange quand même important. Quand François a eu son problème de cloison à l'arrivée de la Jacques Vabre, je crois que une heure après, ou même pas dans le quart d'heure qui suit, ils sont venus taper à la porte de Banque Populaire et venir voir si chez nous il y avait le problème et nous dire qu'ils avaient ça. Et voilà. Et nous, on a eu un problème aussi sur le convoyage en ramenant le bateau à Saint-Barth. Un petit problème de structure derrière. Et voilà, on les a tenus au courant. Eux, ils n'ont pas eu ce problème-là. Donc voilà, c'est un échange important. C'est quand même là, on joue la sécurité des bateaux. Après, quand il y a des problèmes de ragage de bout ou d'électronique qui marche pas bien, là c'est chacun pour soi, c'est le jeu de la concurrence, mais là effectivement quand ça lié à la structure de la sécurité, il y a un échange et tout le monde partage les informations.
Pierre-François. Alors justement, le jeu de la concurrence, ces deux-là, ils sont très très forts là-dessus parce qu'ils sont toujours en pleine forme à chaque fois qu'on les a à la vacation. Et le plus drôle, c'était pendant la Jacques Vabre, ils étaient tous les deux bateaux bord à bord. Donc là, ils étaient en double, mais les deux bateaux étaient bord à bord. Visiblement, ils allaient fond de balle et on les avait à la vacation. Ils disaient ouais, on est en vacances, c'est tranquille, c'est paisible, il fait beau, etc. Et en fait, ils étaient en train de s'arracher les tripes pour essayer de prendre un mille aux petits copains, quoi. Ne jamais montrer à l'adversaire qu'on a une faille, c'est fatigant, non, à la longue? Ouais, c'est fatigant. D'être un champion. Toujours faire le politiquement correct. Non, mais à la vacation, on essaie effectivement de donner des informations, mais pas trop. Ça va être le jeu un peu du Vendée Globe. La dernière fois, c'était tout à fait ça. Il y a des équipes à terre qui essaient de décortiquer et analyser les vacations de chaque solitaire pour savoir si... Il y a des psys dans les équipes. Hein. Voilà, exactement. Il y a des psys dans chaque équipe. Ils disent, bah, tiens, un tel, aujourd'hui, il a dit ça. C'est peut-être qu'il a un problème ou il a pas l'air d'aller très vite. Donc peut-être que lui, il n'a pas l'air d'être... Donc voilà, donc tout ça, c'est analysé. Et donc, après, c'est sûr qu'en mer, on aime bien... Moi, j'aime bien dire que tout va bien. Même si des fois ça va pas très bien. J'ai eu des problèmes justement après quand François m'a mis quelques milles, le vent a commencé à rentrer. Moi je crois que 24 heures après j'ai cassé mon armure de Jennecker, donc j'avais plus de voile d'avant pendant un petit moment. Donc je crois que la vacation suivante, j'ai dit que tout allait bien, mais ça allait pas trop. Mais c'est comme ça. Après, il avoue. Hein. Ça fait partie. Je crois qu'à un moment aussi, les gens qui nous interviewent, ils nous connaissent, donc ils arrivent à poser les bonnes questions pour essayer de trouver un petit peu la faille. Voilà. On n'est pas trop méchants quand même. Non, ça va, ça va. Armel, donc on a beaucoup parlé de la météo et tout, et de ce test pour ton bateau. Et toi, je crois qu'une fois la ligne franchie, donc vous étiez sous voilure réduite, mais après tu es allé chercher encore un petit peu du vent très fort et de la mer très forte, non ? Ouais, en fait, c'est sûr qu'après la ligne d'arrivée, on essaie de ralentir les bateaux au maximum parce que, comme on disait tout à l'heure, et comme disait Jacques Carès, ce qui était vraiment le plus dur, c'est la mer, l'état de la mer. Le vent, on peut avoir... moi, je sais que sur le Vendée Globe, j'ai eu des pointes à 62 nœuds. Ça, c'est pas trop dangereux. Ce qui est dangereux, c'est tout l'état de la mer. Quand on a des creux de plus de 8 mètres, 9 mètres, on fait vraiment attention. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter sur les routages, justement. Et là, il fallait éviter ce noyau dur de mer forte. Donc moi j'ai essayé de ralentir un maximum, puis quand j'ai vu que la mer forte commençait un petit peu à s'évacuer vers le nord, j'ai mis le clignotant un petit peu vers la Bretagne pour essayer justement d'aller naviguer un peu dans ces conditions difficiles, surtout derrière le front où la mer était très croisée, parce que c'est des conditions qu'on va rencontrer dans l'océan Indien notamment, qui est un océan difficile. Moi je me rappelle du Vendée Globe la dernière fois où c'était un peu, pas tous les 2 jours, mais presque, où on subissait ça. Donc c'était bien d'aller tester le bateau, d'aller tester le pilote, d'aller tester le marin là-dedans, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a un peu de casse déjà à bord, parce que il fait froid et que il n'y a que là qu'on voit ces conditions-là. C'était sans doute le dernier test grandeur nature avant le Vendée Globe, quoi. Oui, c'est là où vraiment, pour moi, on se met dans le rouge. L'année prochaine, on va avoir le Tour de l'Europe en équipage, donc ce ne sera pas pareil. On aura des entraînements chacun de notre côté, en solitaire ou autre sortie. Mais voilà, quand on est en course ou dans des conditions difficiles, comme on a eu là, il n'y aura pas 36 occasions avant le Vendée. Bon, il ne l'est pas encore, je crois, mais tu peux lui offrir... c'est pour toi, ça. C'est pour toi. Déballe-le. Donc, c'est un livre qui est publié aux éditions Cobbraze par Erwan Valéry et par Nono, qu'on ne connaît que trop au Télégramme. Formidable. Et donc, Noël, alors, comment tu prépares Noël en famille? Tu pars en vacances? Voilà, ils sont fous ces Bretons, mais je pense que tu as ton passeport depuis déjà quelques années. Ouais. Alors Noël, dis-nous comment ça se présente Noël. Eh ben Noël, ça se présente bien. On a ramené le bateau aujourd'hui pour la forêt. On va le mettre au prêt. Voilà, alors que Marco l'a ramené au vent arrière. Et on va le mettre en chantier. Et puis on va préparer la saison à venir. Il y a pas mal de boulot à venir. Ça va s'enchaîner rapidement, donc il va falloir rapidement être dans le coup. Et puis après se reposer aussi, parce que c'est sûr qu'on a bien tiré sur les bonhommes. Moi, quelque part, j'ai quasiment enchaîné 2 saisons à la suite, parce que j'ai la saison Figaro qui s'est enchaînée très rapidement avec la Barcelona, qui malheureusement n'est pas allé jusqu'au bout, mais on avait déjà bien tiré sur les bonhommes. Et entre-temps, il y avait le projet Massif qui s'est lancé, donc faut que je me repose un peu, je crois, parce que on va avoir besoin d'énergie l'an prochain. Il a l'air frais. Hein. Ouais, ça veut dire quoi, repos, quand on est François Gabard? C'est du sport à fond? C'est du...
Ou alors c'est vraiment les vacances, c'est doigts de pied en éventail, tu pars, Ouais, tu pars au soleil, tu pars aux Seychelles ou Armel a bientôt une case? Non, pas aux Seychelles, malheureusement pas cette année. Je pense que je vais faire un peu de montagne. J'aimerais bien aller faire un peu de montagne et du coup un peu de sport. Ça nous fait un du peu de bien. babysitting aussi. Ouais, un peu plus tard. Bon, toi, t'en as pas mal à faire. Bah, écoutez, merci en tous les cas. Merci à tous les marins d'être venus. Mais un grand merci d'être à la Cité de la Voile pour cette dernière de l'année. Gilbert, écoute, pour nous aussi, c'est les vacances. Oui, pas tout de suite parce qu'on va suivre aussi Banque Populaire. On les salue parce que eux, c'est un Noël au glaçon. On espère que la porte du Cap Horn sera franchie le 22 ou le 23. Ouais. Et je voulais t'offrir aussi un petit cadeau à Pierre-François et à toi, Jimmy. C'est un numéro de Bretagne Magazine, Les Héros de la Mer. C'est un éclairage sur le sauvetage maritime. On ne pensait pas que ce serait d'actualité avec l'échouage de Scargo sur la plage d'Erdevenne que tu connais bien. Mauvais film et 12 ans après l'Erika. Ouais. Bon, alors toi, t'enfiles ça parce que c'est notre bye-bye. Hein. Écoute, c'est toi notre Père Noël. Hein. C'est toi le vainqueur. Écoutez, allez, un grand merci. C'était le Café de la Marine en direct de la Cité de la Voile. Merci au Salon du Livre de Mer qui nous a offert tous ces bouquins-là. Merci à toute l'équipe de Pierre Leclerc et à Azimut qui nous ont permis de faire cette émission. Un grand merci aussi à la boutique de la Cité de la Voile qui nous ont offert prêté tous ces petits pingouins, bateaux et feux de cheminée pour qu'on ait une bonne et dernière émission. Et un forfait pour les remontées pour Jimmy. Voilà, allez, le on salue, à l'année prochaine. Joyeux Noël, bonne année, bye bye. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.